Bonjour à tous, Vanessa et maman. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le pré-langage. On en a parlé ensemble, la notion de discernement est utilisée pour ne pas prendre en compte la parole des enfants avant 7 ans. Même si la Cour de cassation a dit qu'il n'y avait pas d'âge, c'est entre 5 et 7 ans où les juges consentent à écouter la parole des enfants. Mais est-ce pour autant qu'avant 5 ou 7 ans, ils n'ont rien à dire et ils ne peuvent pas s'exprimer? Les neurosciences et les avancées nous ont montré qu'en fait un enfant, bien avant 5 ou 7 ans, où il a accès à une conversation avec un adulte, a des choses à dire, mais peut-être pas par le langage. Donc on est dans cette période de pré-langage. Alors je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon en psychologie de l'enfance et en neurosciences pour comprendre un petit peu comment on pourrait décrypter la parole des enfants, la prendre en compte sur un plan judiciaire et du coup, en fait, quels sont les moyens de preuve qui nous permettraient d'accéder aux besoins de l'enfant. Alors, je vous ai déjà parlé du rapport Blachet, qui, en 2017, montre bien que les besoins fondamentaux de l'enfant apparaissent in utero, en fait, et dès les premières années. Et en fait, les 36 mois de vie, les premiers, donc ceux qui sont pré-langage, sont cruciaux. C'est-à-dire qu'un enfant exposé à la violence pendant cette période-là peut créer des troubles neurologiques qui sont incurables, des liaisons qui ne vont pas se faire. Et notamment, c'est toute cette importance de la figure d'attachement primordial. Donc souvent c'est la mère, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être le père. Donc la première des violences, malheureusement, c'est la négligence, un point qu'on va approfondir. C'est-à-dire que notre bébé va pleurer, il va exprimer ses besoins et la figure d'attachement principale ne va pas y répondre. Cela va générer un stress qui va perturber leur développement cérébral et qui va augmenter les risques de désordre, de troubles de l'attention, des troubles dans l'émotion, dans le comportement, des risques anxieux, dépressifs, des risques cardiovasculaires et une faiblesse de capacité d'apprentissage. D'où cette négligence des premiers mois qui est catastrophique. Sauf que vous allez me dire, c'est sympa, tout ça, mais comment on le prouve C'est pour ça qu'on a un véritable besoin d'une attention sociale durant la grossesse, durant la naissance, les premiers mois, les 36 premiers mois de la vie du bébé, avec peut-être un accompagnement dans la parentalité quand ce lien ne se fait pas, voire peut-être que parfois il faut séparer la maman ou le papa de ses enfants. C'est d'ailleurs ce que va nous expliquer Maurice Berger. Alors il compare le système canadien qui permet, quand il y a une carence grave qui est détectée et une impossibilité à l'adulte à répondre aux besoins de l'enfant, au Canada, on peut placer l'enfant jusqu'à sa majorité et l'enlever à la famille. En France, c'est une décision qui se renouvelle année par année et il explique avec ce risque de changement de juge. Mais on ne fait pas une séparation comme ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en place ou pas des visites médiatisées et surtout on va mettre en place un lieu d'écoute et de parole pour que l'enfant puisse avoir une figure d'attachement qui va être éventuellement la famille d'accueil quand on a des parents qui sont très défaillants. Alors 3 niveaux de difficulté qui fait que les juges sont réticents à entendre les enfants. D'abord, l'absence de verbe. Ensuite, on a une motricité réduite et un temps d'attention pour l'enfant qui est également réduit. Alors, comment on va faire ? La neuroscience est le nouveau moyen de faire parler les enfants qui ne parlent pas. Et vous savez comment ? D'abord, c'est Piaget qui nous le dit en 1934. Et ça a été repris par Darwin. Oh là là, la sélection naturelle, ne paniquez pas, Darwin, il a aussi fait des apports formidables. Première chose, observation de la scène de l'enfant en train de babiller, de jouer. Deuxième phase, l'expérimentation. On voit comment réagit l'enfant au changement de son environnement. Grâce aux neurosciences, nous avons ce qu'on appelle le EEG, l'IRMF, spectroscopie infrarouge. Et c'est Marlier qui nous explique par exemple les battements du cœur. Si un enfant aime, son rythme cardiaque va s'accélérer. Si un enfant n'aime pas, au contraire, on va pouvoir détecter la peur.
Si nous prenons les travaux de Mizu Kawi, on a tout ce qui est la thermographie, qui va montrer que la température augmente en situation de bien-être, on est bien fait des câlins, et la température diminue en état de stress. Donc si la figure d'attachement principale s'éloigne, l'enfant va avoir sa température corporelle qui diminue. L'enfant, je devrais dire le bébé. Autre test, le test salivaire. On a plus ou moins de cortisol, donc de stress, en fonction de ces éléments. Pareil, l'analyse de l'activité oculaire. Un enfant, ça regarde et on peut voir avec ses yeux ce qui va l'attirer ou pas. Nous avons également Joanne et Milena qui nous ont fait une analyse à partir des activités tactiles et motrices. Hein, et notamment, on a une tétine expérimentale avec des capteurs de pression. Et du coup, plus l'enfant est stressé, plus il va presser la tétine. Tout ça, c'est absolument incroyable parce que ça marche sur les nouveau-nés. Rappelons aux juges qui ne veulent pas entendre les enfants et ne pas prendre en compte la parole des petits-enfants que un bébé, quand il naît, il connaît la voix de sa mère parce qu'il l'a entendue in utero. Donc, il serait temps de mettre à mal cette capacité de discernement parce qu'on a les moyens, on a les outils pour savoir si un enfant a peur, est stressé ou pas. On a toute la possibilité des moyens de preuve à l'hôpital. Mais ça veut dire des dépenses publiques. Oh, c'est mieux de placer les enfants, hein, comme ça on fait travailler les sociétés privées. C'est ce que certains vont vous dire et la question se pose. C'est Piaget qui a beaucoup travaillé sur le développement des bébés et notamment, c'est lui qui a montré qu'un enfant, il pleure dans sa langue maternelle. Vous saviez ça, qu'un enfant, ça pleure après dans sa langue maternelle? Bah ouais. On peut savoir l'origine d'un bébé parce qu'il pleure pas, il rigole pas de la même manière selon sa langue d'origine dans le ventre de sa maman. Alors, il faut savoir que dès 2 à 5 jours, le bébé va réagir à l'intonation de la voix. Et oui, les interactions humaines sont au cœur de construction de langage et existent dès la naissance, voire avant la naissance, parce qu'un enfant a une pensée. Simplement, elle est différente de celle des adultes. Alors ça oblige l'adulte à se décentrer de lui-même pour s'intéresser à ce qu'a à dire notre petit garçon ici, notre petit Adam. Et en fait, il sait des choses, il a un stade de pensée. Et Anna Freud va utiliser le jeu de guignol, hein, qui permet aux enfants d'investir cet objet qui va être à la fois mi-réel, mi-irréel. Et en fait, ça a une valeur cathartique où les enfants vont utiliser le phénomène donc, de transfert. Hein, et comme ce sont des enfants, ils ont beaucoup moins de censure que nous. Et donc, ça va leur permettre de reproduire des scènes de leur vie quotidienne. Le stade de l'observation dont vous vous rappelez, évidemment. On a également Anna Cognet qui utilise des dessins thématiques, alors qui sont avec un cadre. Hein. Donc ça, c'est peut-être un petit peu plus âgé que nos petits bébés là. En fait, c'est Delacroix qui nous dit les enfants, ils baignent dans le langage. Non, attention, hein, on ne va pas les noyer dans le bain. C'est pas ce que je voulais dire, mais on parle tout le temps. Et Watson montre que le développement émotionnel de l'enfant, ça passe par le nourrisson qui a accès tout de suite à la colère, à l'amour. Et vous savez quoi? Il y a même des dépressions du nourrisson. C'est-à-dire qu'un événement, quand il est trop éprouvant pour un bébé, une carence maternelle, un viol de son père, puisque ça existe, ou de sa mère, hein, évidemment, il peut faire une dépression et se laisser mourir. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit travail, parce que si un bébé il est capable de faire une dépression, c'est bien qu'il s'en passe des choses là-dedans. Bonjour, je suis Audrey May, kinésiologue, et aujourd'hui je vous parle d'une de mes spécialités, la parole au bébé. Avant toute chose, est-ce que vous saviez que tout était enregistré dans nos cellules depuis notre conception? À l'intérieur de nous est enregistré tout ce qui a pu se passer dans notre vie, nos émotions, nos ressentis, nos traumatismes, comme la boîte noire d'un avion. Dans l'histoire du langage, hein, que le babillement est l'ancêtre du langage.
On va utiliser donc des phonèmes. Le langage est polymorphe au début. On va faire des imitations qui sont rudimentaires. C'est tout. Après, on a cette phase qu'on appelle d'incubation du langage. C'est Stern et Preyer qui ont montré ça, qui va à peu près jusqu'à 18 mois. Ça veut dire que l'enfant a l'intention de parler, il veut parler, mais pour l'instant, ce n'est pas dans la capacité des adultes de comprendre ce qu'il a à dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Attention, ça veut dire que nous ne comprenons pas en tant qu'adultes. Et c'est Grégoire qui dit que voilà, dès les premières semaines, le nourrisson répond aux attitudes. Parce qu'en fait, on sous-estime totalement la capacité intellectuelle du nourrisson. Et d'ailleurs, si vous demandez à n'importe quelle maman, elle vous le dira qu'il n'y a pas un bébé qui se ressemble, qu'il n'y a pas un bébé qui s'exprime de la même manière et que chaque enfant est unique. Vous pouvez demander également au personnel de crèche, aux assistantes maternelles, ils vous le disent, il n'y a pas un bébé qui se ressemble. La personnalité, elle est quasi... elle est immédiate en fait. Ensuite, on va passer du mot à la phrase. Et Bühler va nous dire qu'en fait, la langue, c'est l'addition de 3 choses. La représentation des choses que nous avons, l'expression de soi, donc la manière dont on va dire les choses, et un appel à autrui, puisque quand on parle, en général, c'est pour rentrer en relation avec autrui. Et un enfant va rechercher l'approbation de l'adulte. Donc c'est à peu près jusqu'à ses 3 ans, c'est vraiment là où va se faire l'intégration de la personnalité. Donc de 0 à 3 ans, on a un principe de réalité. Donc un enfant qui arrive à exprimer des choses. Papa m'a mis son doigt dans la nénette. Quand il a mis son zizi dans ma bouche, ça a coulé tout chaud. On a cru qu'il avait fait pipi. Et bien à 3 ans, il peut pas mentir, puisqu'on a un principe de réalité. Pareil, de 3 à 7 ans, on est dans l'altérité. Mais il faut savoir que l'enfant, il cherche à cette approbation de l'adulte. Ça, il faut vraiment le garder en tête, parce que c'est comme ça que vous pouvez plus ou moins l'influencer, notamment quand les éducateurs vont dire papa, il est gentil, même. Et puis attends, à 3 ans, tu sais pas de quoi tu parles. Et l'adulte, il va avoir envie de dire oui, papa, il est gentil. Et vous créez déjà dans son cerveau une confusion, parce que au lieu de s'en référer à ce que ressent l'enfant et à lui demander est-ce que tu trouves que papa il est gentil ou est-ce que tu trouves qu'il est pas gentil, donc vous avez toute la technique niche pour pouvoir faire parler l'enfant. Et en fait, vous lui dites quoi penser. Et ça, c'est déjà de la manipulation, ce qui pose un vrai problème, parce qu'on se rend compte que les éducateurs ne sont pas du tout formés. Et notamment en cas d'agression sexuelle ou de carence grave de la mère, puisqu'on va aller dire « maman, elle est gentille !» Mais en fait, c'est notre appréciation d'adulte, ça. C'est notre vision du monde. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il a à dire? Oh, mes amours! Alors, vous savez quoi? Les bébés, ils adorent les livres. Et pour faire dodo, Adam, lui, il adore que je lui raconte « Bonne nuit, moi !» Vous voyez, il va associer les images au son de la voix. On va utiliser notre Annie, elle préfère, marcher tout seul, parce qu'elle est pressée de marcher toute seule. Alors, elle regarde les stades d'évolution, où d'abord on rampe, après on apprend à s'asseoir, après on rampe, et enfin on arrive à marcher tout seul grâce aux meubles. Et vous avez tout un support qui va permettre celui-ci. Et moi, ma fille à moi, celui qu'elle préférait, c'était Caresse le chat. Parce que dedans, vous avez des matières. Et notamment, on peut vraiment caresser un chat. Alors, aïe, ça pique le hérisson. Et dès les premiers stades de la vie de l'enfant, si on s'y intéresse, on peut leur apprendre le toucher, la sensation du nez, en leur faisant sortir des parfums par exemple. Ou il y a des jeux où on peut simplement aller dans une parfumerie. L'enfant, le petit bébé, il est curieux de tout pour peu qu'on lui raconte. Et il y a des histoires, oh mon Dieu, qu'on doit lire encore et encore et encore et encore et encore, parce qu'il les adore. Donc il faut simplement les écouter, et ils sont capables de nous dire les jeux qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment ou pas. Et c'est pour ça que moi j'adore regarder les bébés, parce qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Bah oui, Ah oui. Jules Durand est connu pour parler aux bébés. Et en fait, il nous dit, quand on prête attention, en fait, ils réagissent et ils comprennent. Alors, j'invite
officiellement, les avocats, les experts, les éducateurs, les juges, à prendre en compte la parole de l'enfant et à mettre tous les moyens nécessaires pour cette preuve. J'invite les procureurs à faire usage des outils de neurosciences que nous avons là, à disposition, à l'hôpital, pour pouvoir voir si un enfant a peur, si un enfant est stressé, si un enfant est en souffrance. Et ce, bien avant 7 ans. Pourquoi? Ou l'âge de discernement. Il faut laisser tomber cette notion d'âge de discernement. Elle date d'avant les neurosciences, elle date de l'âge de pierre. Aujourd'hui, on est en 2023 et on sait qu'un nourrisson a des choses à dire si on veut bien l'écouter et se mettre les moyens nécessaires. Il faut objectiver la parole des enfants, ça veut dire l'écouter, bien considérer qu'elle est différente de la parole des adultes, mais qu'il y a moins de censure. Et que ce protocole NICHT, quand on parle aux enfants, c'est-à-dire de neutralité et de reprendre les mots de l'enfant, est fondamental pour éviter que l'enfant ait envie de nous faire plaisir en disant ce qu'on a envie d'entendre. Mais attention, ce n'est pas pour ça que les enfants mentent. Les statistiques sont très claires. 1% des enfants qui révèlent des violences sexuelles avant 5 ans ne mentent pas. 99% donc disent la vérité. 2% des parents qui révèlent des violences sexuelles de leurs enfants avant 5 ans ne mentent pas. Donc 98% disent la vérité. Quand est-ce qu'on va écouter les enfants? On a tous les moyens. Tous. Saisissons-nous-en. Et si c'est un problème de formation, mettons l'argent là où il doit être, dans la formation. Votre mère? Oui, ma mère. Qui me chantait cette berceuse. Est-ce si terrible d'avouer que votre mère vous manque? Non, bien sûr que non. Il aurait fallu le dire à ton cher ami disparu, qui lui pensait tout le contraire. Et sais-tu que finalement je n'ai pas pu la retrouver? Je n'ai jamais pu rentrer chez moi ni revoir ma pauvre et adorable maman. Je me suis égaré. J'ai quitté le pays imaginaire et je me suis perdu dans l'océan. Je ne serais sûrement plus là si je n'avais croisé le chemin de ce monsieur. Je me suis retrouvé sauvé des eaux et élevé par des pirates. Petit à petit, je suis devenu leur capitaine et j'ai décidé un jour de les ramener par ici. Vous auriez pu vivre heureux ailleurs. Non, ma joie est perdue pour toujours. Tout ce que j'aurais pu être se réduit désormais à ceci. Et ça. C'est ce qui s'appelle devenir adulte. Non. C'est ce qui s'appelle mal grandir pour moi et c'est bien différent. Trouve-moi un enfant qui sache faire la différence entre le bien et le mal. Un seul enfant. Et je te présenterai un homme qui ne se souvient pas de pourquoi on fait cette différence. Exécutez-les maintenant, jusqu'au dernier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.